Merci pour cette invitation. Alors effectivement, merci là, aux gens en régie qui voilà, ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Donc bon, euh, c'est vrai que alors malheureusement, voilà, on devait avoir un regard croisé entre sociologie et psychologie autour de cette étude qu'on a réalisée avec Férouz. On avait même aussi un regard croisé puisque Férouz est de l'autre côté de la Méditerranée. Du coup, c'est pas si simple que ça visiblement de venir. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on aura une présentation plus courte, voilà, moins empathique. Il n'y aura pas l'aspect psychologique, plus froide, sociologique. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Mais bon, j'en profiterai pour rattraper le temps parce que je sais aussi que Madame Vif a aussi un impératif d'horaire. Donc, du coup, voilà, ça permettra aux autres intervenants d'avoir le temps suffisant pour être là. Alors, je vais faire une petite introduction puisque pour tenter on va dire, de nettoyer certaines notions, je ne sais pas comment on peut le dire autrement. C'est-à-dire qu'on a tendance à présenter souvent ces jeunes comme des mineurs non accompagnés, avec une certaine confusion, puisque on est sur une forme de catégorisation, et du coup, on attribue aux mineurs non accompagnés toutes sortes de délits dès qu'il y a un fait divers qui concerne donc des jeunes. Alors là-dessus, vraiment, je souhaite insister. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde sur les suivis PJJ, les mineurs non accompagnés, puisque c'est comme ça qu'ils sont nommés, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout aux mineurs non accompagnés en termes de nationalité de ceux qui sont suivis au civil. Donc ça, c'est un premier point. Et quand on regarde, voilà, si on a un petit regard historique, on s'aperçoit qu'en fait, en gros, jusqu'en 2017, on avait surtout des jeunes Roumains qui n'étaient pas non accompagnés, qui étaient plutôt en famille. Et puis, ça s'est succédé, sans pour autant que il n'y ait pas des problématiques avec ces jeunes Roumains, avec ces jeunes qui viennent principalement du Maroc et d'Algérie. Et donc, pour moi, on n'est pas sur une problématique qui serait propre aux mineurs non accompagnés, mais on est vraiment sur une problématique justement qu'il faut pouvoir identifier et qui, en gros, c'est une résultante en fait de petits réseaux criminels qui, à chaque fois, vont profiler, si on peut dire ça comme ça, des jeunes euh, qui seront faciles à soumettre pour les X raisons et qu'on aura le temps de développer toute la journée et qui aussi vont avoir tendance à porter finalement tout le risque pénal, en fait, toutes les poursuites. Et donc, on voit bien que ces réseaux, peu importe d'où ils viennent, effectivement, que ce soit de Roumanie, de Bosnie ou autre, vont à chaque fois avoir la même technique de profiler des jeunes. Et ça crée une confusion parce qu'on va mélanger des problématiques qui sont celles des mineurs non accompagnés avec ces problématiques de petits réseaux qui apparaissent comme ça et qui utilisent des jeunes. Donc ça, c'était un point vraiment important. L'autre point, c'est que vous verrez dans cette présentation qui est en fait une étude qui avait été demandée par le service éducatif de la maison d'arrêt de Fleury, qui accueille beaucoup, enfin en tout cas qui accueillait, parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, beaucoup de ces jeunes. En fait, ils avaient une interrogation en disant, bah, nous, notre accompagnement éducatif, on a l'impression qu'il est peu adapté à ces jeunes-là. Donc, du coup, ils nous ont demandé de faire une étude pour essayer de comprendre pourquoi c'était peu adapté et finalement comment préparer au mieux la sortie. Donc, c'était ça l'idée. Et on va voir que dans l'étude, on va parler de jeunes Marocains, enfin, essentiellement, et de jeunes Algériens. C'était moitié-moitié. On a fait en fonction des jeunes qu'on a rencontrés en détention. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi cet échantillon. Et là aussi, un petit mot, c'est qu'on n'est pas sur une problématique marocaine ou algérienne, enfin, je préfère préciser, dans le sens où si on prend des jeunes Marocains non accompagnés, si on regarde les prises en charge, eh bien, en fait, on voit qu'un pays comme l'Espagne, presque la moitié des mineurs non accompagnés pris en charge au civil, donc qui n'ont pas de problème avec la justice, sont marocains. Donc, on voit que ce n'est pas une fatalité et que des jeunes Marocains peuvent tout à fait tenir des placements. C'est vrai qu'ils vont moins en France, plus en Espagne. Et si on parle des jeunes Algériens, c'est un petit peu la même chose. Alors, on est plutôt sur des jeunes qui vont privilégier une migration en famille élargie, donc retrouver un oncle, une tante. Donc, elle est davantage invisibilisée, c'est-à-dire que ce pas des jeunes nécessairement qui vont passer par l'ASE, ils ne vont pas rester trop en Espagne ni en Italie.
En revanche, souvent, ils sont accueillis par la famille. Et ceux qu'on voit, suivis par la PJJ, c'est plutôt des jeunes pour lesquels la migration n'a pas fonctionné. Donc là aussi, les aspects culturels ou autres n'ont pas de sens. Donc voilà, c'était vraiment l'introduction que je voulais faire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, alors un petit mot sur le profil des jeunes. Effectivement, là, je vous dis, c'était lié à la détention. Donc, on avait une partie de ces jeunes, c'est presque moitié-moitié, qui venaient d'Algérie, l'autre qui venait du Maroc. Euh, alors, ils étaient censés tous être mineurs. Alors, vous voyez qu'en fait, quand vous voyez les âges, eh ben, ils ne sont pas tous mineurs. Donc, en fait, rapidement, Férouz, au cours de ses entretiens, bon, du coup, qu'elle faisait en arabe, bon, certains jeunes, voilà, disaient en fait, bah oui, moi, je suis pas mineur, moi, je suis mineur. Donc, bon, on a du coup les différents cas de figure, mais je pense que pour vous, c'est pas une découverte. Donc, c'est une donne avec laquelle il faut pouvoir travailler. Alors, sur les parcours, euh, en gros, ce qui est assez frappant pour les jeunes qui viennent d'Algérie, c'est que c'est principalement trois villes, ou en tout cas trois régions, la région d'Alger, la région d'Oran et la région d'Annaba. Euh, pour les jeunes Marocains, c'est un peu plus varié. Et quand on regarde à l'échelle de la France, alors on s'aperçoit que déjà les jeunes Marocains, c'est un phénomène qui est très parisien. On va les trouver aussi dans les portes, notamment à Bayonne. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un phénomène qu'on va retrouver partout en France. Pour les jeunes Algériens, c'est un phénomène qui est plus diffus, qui est plus important en nombre et qu'on va retrouver dans beaucoup de grandes villes. Enfin, je sais qu'il y a des gens, par exemple, de Lyon. Ici, bah, on a ce phénomène-là. Alors, il y a une petite particularité avec la région parisienne, c'est que la migration historique en région parisienne, algérienne, est beaucoup sur des Kabyles. Euh, et donc, ils ne se raccrochent pas nécessairement voilà, à des groupes historiques. Mais par contre, si on va à Nantes, si on va à Toulouse ou autre, alors la migration algérienne historique, en fait, elle marche beaucoup par ville. Par exemple, à Toulouse, c'est principalement des gens de Mostagadem. Ça, c'est l'histoire qui fait ça. Et donc, par exemple, à Lyon, historiquement, c'est plutôt des gens de Constantine et de Sétif. Et donc, on a une migration de mineurs qui sont de Constantine et de Sétif et qui va se retrouver en concurrence avec une migration, par exemple, de ces jeunes qui viennent de ces différentes villes. Et donc, à Lyon, on va aussi trouver des jeunes d'Annaba, par exemple, qui sont arrivés d'Italie, qui arrivent à Marseille et souvent qui remontent à Lyon et qui vont être en concurrence, voire en conflit. Donc ça, c'est voilà, c'est une lecture qu'il faut avoir. C'est que même si on parle de mineurs non accompagnés algériens, etc., en fait, on ne peut pas du tout parler de groupe homogène et même voilà, de réseaux diasporiques similaires et même de réseaux d'exploitation qui seraient similaires quand on est sur l'exploitation. Alors, je ne vais pas détailler les routes, les modes de migration. Enfin, on a en gros alors, pour les jeunes Marocains, on est plutôt sur une forme de migration gratuite, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent à se cacher dans des camions, qui embarquent sur des ferries. Et là, on est sur des profils sociologiques très précis. En revanche, sur les jeunes Algériens, c'est plus large. On a des jeunes qui se cotisent, notamment du côté d'Annaba, pour acheter un bateau et puis voilà, faire 24 heures de mer jusqu'en Sardaigne et donc arriver par ce biais en Europe. Mais on a aussi, et donc là, il y a différents types de réseaux, notamment du côté d'Oran, des gens qui vont payer des passeurs qui vont coûter beaucoup plus cher ou qui vont être instrumentalisés dans des réseaux de passage. Et là, effectivement, on a des passages à 3 000, 4 000 jusqu'à 8 000 euros où on a des bateaux ultra rapides qui partent directement d'Oran et qui arrivent directement en Espagne en 3h30, 4 heures. Et donc là, on n'est plus sur les mêmes logiques et là, il peut y avoir des phénomènes d'endettement. Ça reste minoritaire. La plupart des jeunes ne sont pas endettés, mais c'est une réalité. Donc, sur les profils sociologiques, alors j'en ai parlé, grosso modo, les jeunes Marocains, on a l'impression que le profil sociologique est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que c'est vraiment un des profils très très communs, famille avec des conflits, des jeunes qui se retrouvent très vite dans l'errance, enfin, dès 10 ans, dès 10-11 ans, ils sont en errance au Maroc, alors c'est pas des enfants des rues, mais ils vont commencer à faire des petits boulots, vendre des mouchoirs et tout, et les consommations arrivent très vite et ça entraîne de la déscolarisation.
Et enfin, dans notre échantillon, là, il y a vraiment une différence. Et les jeunes Algériens vont plutôt, n'ont pas connu l'errance au pays et vont plutôt, en fait, aller souvent jusqu'à la fin du collège avant de migrer. Alors, bien sûr, c'est pas vrai à 100%, mais c'était assez clair dans l'échantillon qu'on avait. Vous voyez, ça nous a surpris, on avait 80% des jeunes Marocains qui étaient déscolarisés avant 12 ans. Donc là, on parle de ceux qu'on a rencontrés à Fleury, hein, enfin. Et puis, on avait effectivement quasi 80% des jeunes Algériens qui avaient un niveau collège. Ce qui fait que, pour résumer les choses, chez les jeunes Algériens, on serait plus sur de la migration économique. Des jeunes qui, en fait, après, en gros, en fin de troisième, cherchent à travailler et s'appuie sur des membres de la famille en France pour tenter de mettre à bien ce projet. Alors que pour des jeunes Marocains, on est déjà sur des jeunes qui sont en errance, souvent en conflit avec leur famille, dans les consommations et avec cette illusion un peu de vouloir renouer des liens affectifs en démontrant à leur mère, qui revient beaucoup dans leur discours, le fait qu'ils peuvent réussir. Donc du coup, c'est quand même des motifs très différents de migration. Alors, sur les consommations avant le départ, après les consommations, je ne détaillerai pas parce qu'il y a énormément de spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais on a des consommations pour les jeunes Marocains dès le pays qui peuvent être relativement importantes, même si elles sont jamais aussi importantes que ce qu'on constate en France, pour le coup. Et c'est plutôt autour du cannabis. Et pour les jeunes Algériens, il y a ces consommations de médicaments qui interviennent plus tard, vers 15-16 ans, et qui sont plus des consommations, on va dire, bon, entre guillemets, récréatives, mais on n'est pas sur des consommations pour travailler et autres, mais qui passent par des médicaments. Et là, encore une fois, c'est plus pour des raisons historiques. C'est que, grosso modo, en Algérie, fumer des joints, c'est pénalisé. Boire de l'alcool, c'est plutôt mal vu. Et donc, du coup, on a une forme de consommation invisible. Donc, c'est plutôt des habitudes, si vous voulez, historique et lié aussi à une politique répressive que, vous voyez, un choix délibéré d'amener ces jeunes sur des médicaments. Euh, donc, alors, je vais aller assez vite là-dessus. Donc, sur l'arrivée en Europe, alors ce que vous avez sûrement tous constaté, c'est que une grande partie des jeunes, ouais, je regarde le temps, une grande partie des jeunes Marocains, en fait, ont un parcours souvent important dans le reste de l'Europe et notamment en Espagne. On a des prises en charge de 2 ans, 3 ans en Espagne, et ça, on peut le mesurer très simplement avec le niveau d'espagnol de certains jeunes qui parlent quasiment couramment, ce qui montre qu'il y a eu une prise en charge. C'est, c'est peu le cas des jeunes Algériens, et donc du coup, en fait, on a un historique dans le parcours dont il faut tenir compte et qui peut être aussi une ressource. C'est-à-dire que des jeunes Marocains auront une expérience positive en foyer en Espagne et capitaliser sur cette expérience-là peut être vraiment un levier éducatif. Pour les jeunes Algériens, du fait de la diaspora algérienne qui est importante en France, c'est la deuxième après les Portugais, la plupart du temps, en fait, quand ils sont venus en France, c'était pour se raccrocher à un membre de la famille, une tante, un oncle, quelque part en France. Et donc, c'est pratiquement sûr que tous ont de la famille qui sont en France. Et là aussi, c'est des ressources qui peuvent être mobilisées. Alors, je vais passer là-dessus. Voilà. Alors, nous, ce qui nous a en fait intéressé, c'est en fait comment ça se fait qu'il y a un basculement. Parce qu'en fait, on voit que ces jeunes ne sont absolument pas prédestinés à être dans la délinquance quand ils partent du pays. Alors, ils ont pu avoir ces expériences d'errance et tout, mais il y a quand même vraiment un point de bascule qui nous ont décrit de façon précise. Euh, et, euh, et alors, on va enfin, résumer ça autour d'un schéma. Bon, je remettrai un peu de verbatim, mais on va vraiment prendre ce schéma-là, qui est en fait, donc, ces jeunes, finalement, ratent leur projet migratoire. Ils vont voir effectivement une tente, ça ne fonctionne pas. Ils retrouvent des jeunes, souvent de leur quartier, qui sont déjà en France. Donc, on voit que l'importance, le marqueur, c'est vraiment la ville d'appartenance. Donc, et c'est d'autant plus vrai chez les Algériens. Ouais. Et puis, donc, ils vont.
demander un peu à ces jeunes comment faire pour pouvoir vivre d'une certaine façon à la rue. Et c'est là où, en fait, ils vont avoir cette socialisation de rue. Ils vont entrer dans des squats. Et pour entrer dans ces squats, il faut payer sa place d'une certaine façon. Et pour payer sa place, ça passe au début par des petits vols dans les magasins, vendre des cigarettes et autres. Il y a des phénomènes d'endettement. On vend des cartouches et puis on se fait confisquer les cartouches. Et ces cartouches, on les avait achetées à crédit, donc on n'arrive plus à les rembourser, qui font que rapidement, ces jeunes vont être orientés vers d'autres activités. Et puis, c'est le thème de notre journée, dans ces squats, qu'ils aient consommé ou non, on va leur proposer systématiquement, au début gratuitement, ces fameux médicaments, associés à d'autres produits, bien sûr, euh, et qui vont créer une dépendance extrêmement rapide. Et c'est sans doute ça qui est nouveau pour tous les professionnels de l'enfance, c'est qu'en fait, là, il y a vraiment cette idée de créer une dépendance en quelques jours et donc de changer complètement les comportements de ces jeunes. Et donc, rapidement, comme ça a été dit très bien en introduction par Yves, et ben, en fait, ça devient des jeunes au début consommer et puis après, et cette consommation les aider pour voler. On a parlé de Madame Courage, du Rivotril, etc., comme un outil de travail, ça c'est sûr. Mais petit à petit, les larcins vont en fait être nécessaires pour pouvoir acheter ces médicaments qui rapidement vont devenir payants. Et en fait, ces petits réseaux, alors c'est assez hiérarchisé, il y a une espèce de système de petits lieutenants qui sont présents dans ces réseaux et qui vont travailler avec des personnes dont les jeunes souvent ignorent même l'identité. Et ben, ces lieutenants vont créer cette consommation, vont les orienter sur différentes activités délinquantes. Cette emprise chimique va se mettre en place avec du coup un cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas tellement à les sortir puisque cette consommation crée une emprise. Cette emprise fait qu'il y a besoin d'activités délinquantes. Ces activités délinquantes et surtout ce passage d'une vie au jour le jour, où du coup le produit devient l'obsession, eh bien, va créer une errance, une difficulté à accepter les règles d'un foyer de toute prise en charge. Et du coup, ça les ramène à chaque fois sur une socialisation de rue. Et donc, voilà, malheureusement, la boucle est bouclée. Et donc, très vite, quels que soient les profils de ces jeunes, ils se retrouvent dans ce cercle dont il est très difficile de sortir. Alors, comme le temps presse, il doit me rester 2 minutes. Euh, du coup, un petit peu pour les conclusions. Alors, nous, bien sûr, notre sujet était lié à la prison. Alors, il faut savoir que ce qu'on avait pu observer en prison, c'est que, alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même important de le dire, c'est qu'y compris en prison, l'obsession par rapport à la consommation est très présente, ce qui explique que les éducateurs sont mis à mal dans le suivi de ces jeunes. Et donc, ils ont tout un système de chantage entre mineurs et majeurs. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Fleury, on parle d'un quartier mineur, mais en fait, au-dessus et en dessous, ce sont des majeurs. Donc, du coup, ils peuvent communiquer tout simplement en parlant, en criant. Et puis, avec le système des yo-yo, bien sûr, qui vont passer des produits. Donc, on va avoir des jeunes qui vont faire du chantage, qui vont faire des tentatives de suicide en avalant une bouteille de shampoing pour aller à l'infirmerie, pour récupérer du produit, pour le monnayer avec des adultes et vice-versa. Et donc, on est sur en fait un échange continu, bon, ce qui montre que c'est extrêmement difficile, enfin, en tout cas, de travailler avec ces jeunes en prison et sur les questions d'addiction qui sont vraiment leur obsession. C'est-à-dire qu'ils expliquent que même aller en cours, c'est très difficile parce que même quand ils ont des médicaments, ils sont complètement endormis le matin et tout. Eh bien, du coup, on n'arrive pas à avoir une véritable rupture. Donc, pour tenter de donner un petit peu d'espoir et pour tenir le temps, euh, par rapport à ce fameux procès Trocadéro qui est en filigrane de toute cette journée et qui, du coup, a démontré de façon, voilà, par des enquêteurs, voilà, il y a une partie des constats qu'on a pu présenter ici. En fait, à Koucha, donc depuis peu de temps, on a accueilli un jeune qu'on va appeler Ashraf, qui voilà, correspond tout à fait au profil décrit, qui donc était au procès Trocadéro, qui était dans des consommations. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que en fait, ces jeunes, pour qu'ils puissent adhérer à une structure de protection, eh bien, le passage ou le partenariat, ça reste encore à déterminer par, en tout cas, un temps de soins où on est en capacité, enfin, les professionnels de santé, de poser un diagnostic et d'avoir un traitement qui correspond
et qui va lui permettre d'intégrer une structure. Quand on a ce passage-là, et bien après, c'est des jeunes qui peuvent tenir. Bon, finalement, alors là, on a eu un gros bricolage, mais ça, on est habitué à ça. C'est-à-dire que le jeune est arrivé, donc il sortait de détention, mais alors pas du tout sevré. Ce qui fait qu'il il nous a tout fait. Il est monté sur le toit, il a voulu prendre la voiture d'une éduque pour partir et tout. Enfin, bref. Et puis, grâce au docteur Perret, à l'équipe et tout, voilà, en trouvant le bon dosage à distance dans des conditions pas idéales, effectivement, eh bien, bah, finalement, maintenant, ce jeune est parti en camp. Alors, il faut être modeste et prudent hein, parce que ça fait 3 semaines, donc on ne va pas s'emballer. Et en lien, participe aux activités. Enfin, disons que le même jeune est métamorphosé et même le regard des professionnels change. Donc, il y a vraiment quelque chose à construire, mais voilà, il y a pas de fatalité sur ces jeunes-là. On a aussi un autre jeune qui était passé à Koucha, un jeune Algérien, qui lui a pu obtenir finalement une protection FPRA parce qu'il était exploité depuis la ville d'origine qui était Oran et qui maintenant travaille. Donc, il n'y a pas 12 000 succès, mais il y en a quand même. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous en restant toujours très prudent. Et puis voilà, je suis encore désolé que Férouz n'ait pas pu intervenir parce qu'elle aurait sûrement apporté beaucoup plus que moi. Mais voilà, je vous remercie. Et voilà.